d'un sujet relativement d'actualité. Donc, je ne vais pas trop vous encombrer avec fondamental, mais ce qu'il faut savoir. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Eh bien, vous savez, lorsque l'organisme est agressé, on a deux types de réponses. Les premières réponses, c'est les premières heures, les premiers jours, c'est ce que le docteur Belaïd vient de dire, les marqueurs inflammatoires. Généralement, ce type d'immunité est efficace dans 95% des agressions de l'organisme et on n'a même pas besoin de solliciter les lymphocytes B ou les lymphocytes T. Dans les 5 ou les 10 situations restantes, on a besoin de lymphocytes pour détruire ces agents agressifs. Ce qu'il faut savoir, il y a deux différences entre les deux types d'immunité. Premier type d'immunité, intervention rapide, mais il n'y a pas de mémoire. Elle ne se souvient pas de l'agresseur. Par contre, l'immunité adaptative, c'est une immunité qui intervient un peu tardive, mais qui a une notion très très importante. Elle se souvient de cet agresseur. D'ailleurs, c'est la base de la vaccination. La vaccination, on essaie de produire cette mémoire. On peut avoir des cellules mémoire soit par l'agent pathogène, soit d'une manière artificielle, c'est en injectant ou en donnant à l'organisme un vaccin. Donc, deux types d'avoir de ce type d'immunité, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'immunité active. L'immunité active, c'est une immunité où on doit faire participer les composants du système immunitaire. Alors que l'immunité passive, vous la connaissez très bien, c'est un petit exemple, c'est la sérothérapie. On va donner des anticorps pour essayer d'inhiber ou de détruire tel ou tel micro-organisme. Donc, heureusement que les collègues chinois, ils ont pu quand même publier le génome de SARS-CoV-2 en février 2000, et c'est ce qui a permis d'ailleurs à la plupart des firmes pharmaceutiques d'aller vers la production de vaccins. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est une instruction de l'OMS, elle a donné instruction à toutes les firmes pharmaceutiques de cibler la protéine S. On peut ouvrir ce débat pour 1 minute à la fin de mon intervention. Donc, c'est la protéine S parce que le virus, comme vous le savez très bien, il utilise cette protéine. Donc, on a essayé de cibler la production d'anticorps par l'organisme. C'est des anticorps antiprotéines S. Et lorsqu'on a des protéines antiprotéines S, logiquement, lorsqu'on est en face, lorsqu'on est agressé par ce virus, ces anticorps doivent prévenir l'infection des cellules de l'hôte. Grande hésitation, c'est légitime. C'est légitime, vous le savez très bien, même les animaux sont en train d'attendre un peu les résultats des essais humains. Pourquoi? On est passé d'un vaccin qui se produit en 10 ans à un vaccin qui se produit en 10 mois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui a été déjà acquise. Il y a pas mal de pathologies, c'est beaucoup plus cancéreuses et infectieuses, dont le vaccin il est à la fin de la phase 3, qui est à base d'ADN et d'ARN. Donc, ce n'est pas une nouvelle technologie. On est déjà habitué à cette technologie, mais on n'a pas encore mis ces vaccins en routine. L'avantage principal de ces techniques, c'est la rapidité et aussi le coût. Ils reviennent beaucoup moins cher. Malheureusement, lorsque vous le savez très bien, lorsque ces firmes ont atteint la phase 3, on a constaté que lors de la commercialisation de ces vaccins, c'est les vaccins à base d'ARN qui étaient censés être les moins chers, et on a constaté qu'ils se vendaient à presque 3 fois le prix des anciens vaccins. Pourquoi des résultats rapides? Vous savez très bien que les résultats de la recherche sont tributaires du budget. Plus on met de l'argent, et plus les résultats sont presque certains, ils sont rapides. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on a vu le gouvernement investir avec des milliards de dollars. Ils ont financé une firme que personne ne connaissait avant le Covid-19, la firme Moderna, qui est devenue une des grandes firmes pharmaceutiques à l'échelle mondiale. Je vais essayer de vous résumer un peu ce qui se passe avec ces nouvelles technologies. On va essayer, en fin de compte, on a essayé de changer le concept. Classiquement, on donne un vaccin. C'est quoi le vaccin? C'est le virus lui-même. Il est inactivé, c'est-à-dire tué, ou bien il est atténué, ou bien on donne une partie du virus. Ça, c'est le classique. C'est ce qu'on appelle les vaccins classiques. Actuellement, on veut essayer de changer ce concept.
et on veut éduquer l'organisme à produire le vaccin. C'est l'organisme lui-même qui produit le vaccin, et puis le système immunitaire il est là pour réagir. Donc on donne à l'organisme de l'ARN pour produire des protéines, on lui donne de l'ADN, on lui donne des vecteurs qui transportent de l'ADN pour produire cette fameuse protéine, et puis lorsqu'elle est produite, le système immunitaire va réagir contre cette protéine. Donc c'est un changement de concept. On veut éduquer l'organisme à produire le vaccin et le système immunitaire va réagir contre ce vaccin. Plusieurs firmes pharmaceutiques, il y avait une dizaine, et maintenant on est à presque plus de 18 vaccins homologués qui sont, on va les voir, qui sont à base soit d'ADN, d'ARN. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était un peu inquiet au début, lorsqu'il y avait la fameuse publication des Espagnols, puis la publication des Anglais, et qui a montré qu'en fait, compte l'immunité humorale, elle ne dure pas au-delà de 3 mois. On était très très inquiets. Est-ce que c'est un vaccin qu'on doit le refaire tous les 3 mois, tous les 6 mois, toutes les années? Mais heureusement, lorsqu'on avance avec le temps et on a plus de recul, on a constaté qu'il y a pas mal de publications qui sont en train de parler maintenant de la durée de cette immunité. Et parce qu'en fin de compte, doser les anticorps ne représentent qu'une partie de l'immunité. On a les anticorps, on a les lymphocytes B mémoire, on a les lymphocytes T mémoire CD4, et les plus importants dans le vaccin, c'est les lymphocytes CD8 mémoire. Et on n'en parle même pas. Donc, on est rassuré, les lymphocytes B mémoire, 6 mois après le début, ils sont là. On est encore plus rassuré par rapport à cette étude américaine qui a été publiée dans la revue Science, et qui a montré qu'au-delà de 2 mois, l'immunité, elle est toujours là. Et maintenant, je n'ai pas encore lu la publication, mais apparemment, l'équipe de Strasbourg a constaté que cette immunité peut durer au-delà de 12 mois. Il faut juste se méfier. C'est un fait très très important lorsqu'on trouve des anticorps chez une personne pendant plus de 12 mois. On est dans une conjoncture de pandémie. Donc on n'a pas le droit de dire que l'immunité a duré 12 mois. Certainement, il a recontracté le virus et il a reproduit des anticorps. Donc c'était dû à la persistance ou la reproduction des anticorps. Donc pour dire que les anticorps ont persisté 12 mois, la condition primordiale, il faut que le sujet ne soit plus en contact avec ce virus. Alors que vous le savez très bien, on est en train de vivre dans une conjoncture de pandémie, donc on ne peut jamais exclure cette éventualité. Donc on a 2 types de vaccins. Le système immunitaire, il va réagir différemment. Est-ce que le vaccin, il va être produit par les cellules de l'organisme ou bien il va être donné à titre externe? Donc, si on lui donne l'ADN ou l'ARN, et bien dans ce cas-là, on parle d'un antigène endogène. Il est produit par les cellules de l'hôte. Et dans ce cas-là, le système immunitaire va réagir différemment que si on donne l'antigène comme un virus inactivé ou bien une protéine recombinante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on donne un vaccin à base d'ADN ou bien à base d'ARN, le système immunitaire, les cellules de l'hôte vont produire cette protéine spike, et cette protéine, elle va être considérée par l'organisme comme étant un antigène endogène, produit par la cellule de l'hôte. Dans ce cas-là, on va avoir 2 types de réponses. On va stimuler et la réponse humorale pour produire les anticorps, et la réponse cellulaire pour produire les lymphocytes CD8. Donc, souvenez-vous que les anticorps sont là pour prévenir l'infection, alors que les lymphocytes CD8 sont là pour détruire toute cellule qui sera infectée par ce virus. C'est ça la grande différence entre les vaccins. Donc, deuxième éventualité, on reste toujours dans ce virus endogène. En fin de compte, lorsque l'antigène est produit par la cellule de l'hôte, une seule dose, elle est largement efficace, mais 2 doses sont plus efficaces. C'est pour ça que la plupart des firmes ont opté pour 2 doses de vaccin. Lorsque le système immunitaire va rencontrer l'antigène comme étant exogène, et dans ce cas-là, je cite, c'est les antigènes chinois, c'est le virus inactivé, Lorsqu'il y a inactivé, le problème de ces vaccins, c'est qu'on ne peut produire que les anticorps. Donc on n'aura pas de lymphocytes. Donc c'est beaucoup plus un vaccin qui est destiné à prévenir.
Alors que si on est en face d'une grande charge de virus, s'il y a des cellules qui seront infectées, les anticorps ne peuvent rien faire. La cellule infectée, c'est le rôle de lymphocyte CD8 pour la détruire. Et vous vous rappelez, en troisième année de médecine, lorsqu'on vous a enseigné les lymphocytes T, lorsque le lymphocyte CD8 il va reconnaître une cellule infectée, c'est ce qu'on appelait à l'époque le baiser de la mort. Donc il vient pour détruire la cellule infectée. Le problème de ce type de vaccin, donc il faut une deuxième dose, elle est obligatoire. Et en plus de ça, il faut utiliser un adjuvant pour aider le système immunitaire. Donc dans le système antigène endogène à base d'ARN, à base d'ADN, on n'a pas besoin d'adjuvant. Par contre, dans ce type de système, on a besoin d'aider un peu le système immunitaire. C'est ça le rôle de l'adjuvant, c'est un peu aider le système immunitaire à être plus efficace. Donc le vaccin ARN, maintenant je ne vais pas vous faire un cours, tout le monde le sait. Il y avait beaucoup de polémiques par rapport à ce vaccin, mais sachez, et on le sait très bien, vous connaissez la physiologie, l'ARN, il ne rentre, il ne pénètre jamais dans le noyau, on l'injecte, il rentre à l'intérieur de la cellule. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise des nanoparticules de nature lipidique, pour faciliter l'accès de l'ARN à l'intérieur de la cellule. Une fois dans la cellule, l'ARN, vous le savez très bien, il cherche le ribosome. Le ribosome, il va synthétiser la protéine S et on aura une double réponse, une réponse B, une réponse T. Donc, il y a Pfizer, il y a Moderna, il y a aussi la firme allemande CureVac qui fabrique des vaccins à base d'ARN. En ce qui concerne maintenant les vaccins à base d'adénovirus, l'adénovirus, comment on les produit? En fin de compte, on va ramener un virus qui est responsable d'une grippe banale et on va procéder à trois étapes. On va atténuer son gène de virulence. Donc, il ne sera pas virulent. C'est ce qu'on appelle atténuer. On va atténuer aussi ou bien inactiver son pouvoir réplicatif. Donc, on est en face d'un vaccin atténué, non réplicatif, et puis, on n'a pas besoin des gènes de cet adénovirus. On a besoin de protéine S. Donc, on va ramener l'ADN de protéine S et on injecte dans cet adénovirus. Et dans ce cas-là, on parle, c'est ce qu'on appelle un vecteur viral. On va l'injecter. Dans ce cas-là, vous allez dire que cet ADN, il va pénétrer dans le matériel génomique. Je vous dis oui, mais ce n'est pas l'ADN seul. Ça va mimer une infection virale. Vous le savez très bien, si on prend le génome humain et on va le scanner, on va trouver des centaines de génomes de virus qui nous ont déjà infectés. Donc ça va mimer, ça va ressembler un peu à une infection virale où tous les gènes sont inactifs, à part, à l'exception de gènes de protéine S. Et cette cellule de l'hôte va commencer à produire la protéine S. Vous le savez très bien, il y a AstraZeneca, il y a Johnson & Johnson, il y a aussi le Sputnik, il y a le vaccin le vaccin chinois, c'est le CanSino, qui est à base d'adénovirus. Donc les Chinois, les Russes, ils étaient un peu plus malins, ils ont utilisé deux adénovirus différents. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on n'a pas besoin d'une réponse dirigée contre l'adénovirus. On a besoin d'une réponse contre la protéine S. Ils avaient un peu peur, ils se disaient, voilà, on a peur que lorsqu'on injecte une dose de rappel avec le même adénovirus, on risque d'avoir des anticorps dirigés contre l'adénovirus, ils vont inhiber l'accès de ce gène dans la cellule. C'est pour ça qu'ils ont utilisé deux adénovirus différents. La première dose, c'est l'adénovirus 26, et la deuxième, c'est 5. Pour Johnson & Johnson, ils ont utilisé l'adénovirus 26. Pour le CanSino chinois, uniquement l'adénovirus 5. Par contre, comment on l'appelle, l'AstraZeneca, c'est un adénovirus qui n'est pas d'origine humaine. Il provient de chimpanzés. Le virus inactivé, il y a beaucoup plus de firmes chinoises qui se sont lancées dans ce type de vaccin. C'est inactivé, c'est-à-dire cuit. Donc il ne va pas pénétrer à l'intérieur de la cellule et on n'aura aucune production des protéines de ce virus. Donc on ne stimule que les lymphocytes B. D'ailleurs, entre parenthèses, sur le plan efficacité, on peut les considérer comme étant un peu les moins efficaces par rapport aux vaccins qui existent sur le marché. Le dernier type de vaccin, c'est l'idéal. C'est pas la peine d'aller vers la cellule de l'autre pour produire la protéine. On va donner d'emblée la protéine qui est synthétique, c'est une protéine synthétique. Donc c'est pas la peine de stimuler la cellule de l'autre pour produire la S. On lui donne ni l'ARN, ni l'ADN. On va produire la protéine S
et on va lui donner, injecter cette protéine. Ou ce qu'on appelle les vaccins à base de protéines recombinantes. Les plus avancés, c'est Novavax, la firme américaine. Il y a aussi la firme chinoise Clover qui est très avancée dans la production de ce type de vaccin. Donc, d'ici mois de juillet, il y aura au moins une dizaine de firmes qui vont commercialiser ce type de vaccin. Ils ont travaillé avec un adjuvant de telle manière qu'ils vont, cet adjuvant il est un peu spécifique pour stimuler aussi les lymphocytes T. Donc c'est des vaccins très efficaces qui vont stimuler les deux à la fois. Une seule dose de vaccin sera-t-il suffisante chez les patients qui ont déjà fait l'infection Covid? Oui, on voit très bien que lorsqu'on donne une seule dose, on voit très bien que la réponse immunitaire, elle est très élevée et supérieure par rapport à 2 doses de même vaccin. Donc, déjà, l'infection est considérée comme étant la primo-infection et la deuxième dose, qui est considérée pour le malade comme étant la première dose, sur le plan immunitaire, elle joue le rôle de rappel. Donc, on a essayé de voir des anticorps, des lymphocytes T, des lymphocytes B, et on a conclu en fait compte qu'effectivement, une seule dose est largement suffisante. Elle produit plus de lymphocytes B mémoire, plus de lymphocytes T CD8 et plus d'anticorps. Donc, pour les sujets qui ont fait l'infection, on n'a pas besoin d'aller vers les 2 doses. Mais on reste toujours, on doit suivre les instructions de la tutelle qui est en train de suivre les instructions de l'OMS. Donc, on est en train de... C'est légitime, c'est une guerre vaccinale, une grande firme entre les vaccins. C'est très difficile, un vaccin qui vont, une firme qui le vend à $35 et l'autre à $3. Donc, c'est légitime de voir un peu cette concurrence commerciale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'AstraZeneca a été trop taxé comme étant responsable des complications thromboemboliques. Les complications thromboemboliques secondaires au vaccin à type d'adénovirus atténué sont publiés depuis 2007. C'est un phénomène qui est connu. Donc, lorsqu'on vous dit adénovirus, cela sous-entend AstraZeneca, Sputnik, Johnson & Johnson et le 15. Pourquoi on est en train trop de taxer l'AstraZeneca? Vous le savez très bien, c'est le vaccin le plus vendu dans le monde, enregistré dans plus de 68 pays dans le monde et plus d'1 milliard de personnes qui ont été vaccinées par ce vaccin. Donc si on le compare par rapport à Sputnik qui n'a été utilisé probablement que chez 60 ou 80 millions de personnes, même pas 100 millions de personnes, c'est légitime de voir ces effets secondaires apparaissent chez les patientes de sexe féminin qui ont une prédisposition à faire une auto-immunité, et ce phénomène il est dû principalement à la production d'auto-anticorps dirigés contre le facteur plaquettaire numéro 4. En fin de compte, on a parlé trop des effets secondaires des vaccins à base d'adénovirus, mais n'oubliez pas une chose très importante, c'est que même les vaccins qui sont à base d'ARN messager, on vient de voir qu'il y a entre le 21 avril et le 21 mai 475 cas de myocardite péricardique aux États-Unis, et ça touche beaucoup plus les sujets du sexe masculin. On les voit après la deuxième dose, et on a constaté que 76% quand même de ces patients guérissent avec le temps. Donc, tout vaccin, les effets secondaires, c'est pas nouveau, c'est connu depuis longtemps, et chaque vaccin a ses propres effets secondaires. Heureusement que les firmes pharmaceutiques, avec ce challenge de nouveaux variants, il y a AstraZeneca et Pfizer qui ont publié que après la deuxième dose, on a plus de 90% de protection contre le développement de formes qui nécessitent l'hospitalisation ou bien contre les décès. Je vous remercie.